le pays le plus pêcheur de 2025. La vraie vie en Ouzbékistan. Des faits incroyables sur l'Ouzbékistan, un documentaire qui va vous couper le souffle. Numéro 1. Coutume de mariage fascinante du peuple ouzbek. Dans de nombreux pays musulmans, les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 épouses. Mais essayez cela en Ouzbékistan, et félicitations, vous venez de violer la loi. C'est l'un des rares pays musulmans qui interdisent strictement la polygamie. La raison n'est pas seulement une préférence pour la monogamie. Durant l'époque soviétique, seule une épouse légale était reconnue. Tout autre mariage n'avait aucune valeur juridique. Et si un homme était pris, il risquait jusqu'à 3 ans de prison. Mais la loi est une chose, la réalité en est une autre. Après l'entrée de l'Ouzbékistan dans la période post-soviétique, dans les années 1990, la polygamie a commencé à réapparaître. Les raisons sont claires, de profondes racines islamiques combinées à une inégalité croissante. Ceux qui possèdent richesse et influence cherchent souvent à avoir plusieurs relations. Même si la loi prévoit une peine de prison, son application reste rare. Le président lui-même a déjà appelé à un contrôle plus strict, mais tout le monde le sait. Changer une loi est facile. Changer une mentalité, c'est pas quelque chose qu'on écrit sur du papier. Concernant les mariages, les traditions ouzbèques sont tout aussi fascinantes. Les habitants croient que plus le mariage est grand, plus la fortune sera grande. Beaucoup de familles organisent des célébrations avec des centaines, voire des milliers d'invités. Parents, voisins et même les amis des amis. L'ambiance est joyeuse, mais le coût peut être écrasant. Certains mariages atteignent des dizaines de milliers de dollars, plongeant les familles dans les dettes pendant des années. Le gouvernement a dû imposer des limites à la taille et aux dépenses des mariages, afin d'éviter que les fêtes d'aujourd'hui ne deviennent les fardeaux financiers de demain. Autre coutume curieuse, le début très matinal. Beaucoup de mariages commencent à 6 heures du matin. Non pas parce que le couple est impatient, mais pour que les invités puissent festoyer, danser et ensuite aller travailler. Et voici quelque chose d'unique. Les couples doivent effectuer un examen médical avant le mariage. Alors qu'en Europe, aux États-Unis ou en Asie de l'Est, cela reste facultatif, en Ouzbékistan, c'est obligatoire. Sans certificat de santé prénuptiale, le mariage n'est pas autorisé. Les tests portent sur les maladies infectieuses, les risques génétiques et l'état de santé général. Le gouvernement présente cela comme une façon de protéger la santé publique et de réduire les troubles héréditaires. Après tout, certains hommes rêvent d'avoir plusieurs épouses, mais en Ouzbékistan, même une seule demande déjà beaucoup de paperasse. Et vous, alors, préféreriez-vous une seule épouse ou plusieurs? Partagez vos pensées honnêtes ci-dessous. Numéro 2. Interdictions étonnantes en Ouzbékistan. Alors que de nombreux pays d'Asie centrale font encore face au terrorisme, aux coups d'État ou aux guerres, l'Ouzbékistan se distingue comme l'un des pays les plus paisibles de la région. Il n'y a ni conflit armé, ni coup d'État, et les armes y sont rarement utilisées. Les Ouzbeks sont réputés pour leur chaleur et leur hospitalité. Mais avec la paix viennent des codes sociaux stricts que les voyageurs devraient connaître. Sinon, ils risquent de se retrouver dans des situations embarrassantes. En Ouzbékistan, les hommes n'ont pas le droit de serrer la main des femmes. Le geste poli consiste plutôt à poser la main droite sur la poitrine gauche et à s'incliner légèrement. Les poignées de main sont réservées uniquement aux hommes. Tendre la main à une femme peut être perçu comme un manque de respect envers la tradition. Les lois ouzbèques sont tout aussi fermes et disciplinées. Les jeux d'argent, la consommation de drogue ou même le transport d'un sirop contre la toux contenant de la codéine peuvent entraîner de graves conséquences juridiques. Parfois, dès l'aéroport. Importer du matériel pornographique imprimé ou numérique est strictement interdit. Bien que l'alcool ne soit pas banni comme dans certains pays musulmans, le gouvernement exerce un contrôle strict. Les moins de 20 ans ne peuvent ni boire ni fumer. Les magasins qui vendent à des mineurs risquent d'énormes amendes, voire la perte de leur licence. L'ivresse publique est également très mal vue. Boire modérément, c'est acceptable. Se comporter de manière bruyante ou irrespectueuse, c'est perdre instantanément l'estime des habitants. La photographie constitue un autre sujet sensible. Prendre des photos de bâtiments gouvernementaux ou de sites militaires est interdit. Enfreindre cette règle peut entraîner des amendes, la confiscation du matériel ou même l'expulsion. Et bien que le pays soit musulman, l'Ouzbékistan limite le port du hijab et les longues barbes dans les écoles ou les administrations publiques, les autorités considérant ces symboles comme contraires à leurs objectifs de modernisation.
La constitution du pays définit l'Ouzbékistan comme un État laïque, décourageant les démonstrations religieuses dans l'espace public. Même la restauration rapide est étroitement surveillée. Les commerces proches des écoles n'ont pas le droit d'en vendre, afin de protéger la santé des jeunes. Alors, si vous êtes étudiant et que vous rêvez d'un poulet frit ou d'un hamburger, préparez-vous à marcher. Il faudra aller bien plus loin que vous ne le pensez pour en trouver. Numéro 3. Les femmes ouzbèques, les plus belles d'Asie. Lorsqu'on évoque les pays célèbres pour la beauté de leurs femmes, l'Ouzbékistan surprend souvent. Les femmes ouzbèques appartiennent à l'une des lignées ethniques les plus anciennes d'Asie, portant en elles des siècles d'histoire et une culture singulière qui les distingue de leurs voisines. Leur beauté reflète des traits asiatiques marqués. Des yeux profonds, des cheveux noirs et brillants, une peau dorée et chaleureuse, ainsi qu'un charme naturellement gracieux. Le climat chaud, sec et ensoleillé du pays serait à l'origine de leur teint éclatant et de leurs traits saisissants. Pourtant, la diversité reste impressionnante. Certaines femmes affichent des traits plus européens, comme la célèbre chanteuse Diora. Ce mélange de caractéristiques rend la beauté ouzbèque à la fois captivante et inoubliable. Ce qui est remarquable, c'est que, contrairement à beaucoup de pays musulmans conservateurs où les femmes doivent se couvrir entièrement, les femmes ouzbèques jouissent d'une bien plus grande liberté d'apparence. Dans les grandes villes, elles portent fièrement des vêtements de style occidental, shorts, chemisiers et robes légères durant les étés brûlants. Leurs costumes traditionnels colorés et fleuris apparaissent surtout pendant les fêtes et les célébrations. Porter un foulard n'est pas obligatoire. La plupart des femmes le choisissent librement, que ce soit par foi ou par goût personnel. Au-delà de leur beauté, les femmes ouzbèques sont fortes et résilientes. Sous l'ère soviétique, elles étaient encouragées à étudier, à travailler et à participer à la culture, aux sciences et aux arts. Après la chute de l'Union soviétique, les coutumes islamiques sont revenues, mais ces acquis sont restés. Aujourd'hui encore, elles affirment leur place dans la société. Environ 17,5% des politiciens ouzbèques sont des femmes, plaçant le pays au 3e rang parmi les anciennes républiques soviétiques, après la Biélorussie et la Lettonie, et bien au-dessus de la Russie, avec seulement 9,8%. En amour, les différences culturelles sont claires. Les femmes des villes sont ouvertes, amicales et à l'aise avec les étrangers. Celles des campagnes restent plus traditionnelles, privilégiant la famille et les valeurs, rendant les relations plus stables, mais aussi plus réservées. Ainsi, sortir avec une femme ouzbèque n'est pas si difficile. Mais l'épouser, c'est une toute autre histoire. Si vous voulez découvrir les secrets pour conquérir leur cœur et les défis du mariage, commentez le numéro 1 ci-dessous. Numéro 4. Un pays leader dans la production d'or. L'Ouzbékistan compte parmi les plus grands producteurs d'or au monde. Classé au 4e rang mondial, le pays ne se distingue pas seulement par la richesse de ses ressources. Il abrite aussi l'une des plus vastes mines d'or à ciel ouvert de la planète, la mine de Murunto. Découverte en 1958, Murunto est colossale. Elle s'étend sur environ 3,5 km de long, 2,5 km de large et plus de 600 mètres de profondeur. Vue du ciel, elle ressemble à une immense cicatrice creusée dans le désert. À ce jour, elle a produit environ 1600 tonnes d'or, et les experts estiment que ces réserves pourraient durer au moins jusqu'en 2032. Mais en Ouzbékistan, l'or ne se cache pas seulement sous terre. Il fait partie de la vie quotidienne. Des dômes étincelants des mosquées aux bijoux ciselés, en passant par les sourires des gens, l'or symbolise depuis longtemps la prospérité. Autrefois, avoir des dents en or était un signe de richesse et de prestige. Tout comme les montres de luxe ou les marques de créateurs en Occident, une dentition dorée reflétait le statut social. Pour les générations plus âgées, ces dents servaient même d'épargne portable, à la fois ornement et investissement, facilement convertible en argent liquide en cas de besoin. Mais l'or n'est pas la seule richesse du pays. L'Ouzbékistan possède aussi un autre trésor, l'or blanc, autrement dit, le coton. Le pays figure parmi les 5 premiers exportateurs mondiaux de coton, contribuant à environ 4 à 5% de la production mondiale. Contrairement au blé ou au maïs, le coton doit être cueilli à la main afin de préserver la finesse de ses fibres. Chaque saison de récolte mobilise des millions de travailleurs. Par le passé, la main-d'œuvre locale ne suffisait pas. Le gouvernement faisait donc appel aux étudiants, enseignants et même aux fonctionnaires pour travailler dans les champs.
Ce qui fut longtemps considéré comme un devoir patriotique a ensuite été dénoncé comme du travail forcé. Heureusement, les réformes du travail et les avancées technologiques ont largement mis fin à cette mobilisation nationale. Au-delà de l'or véritable et de l'or blanc, l'Ouzbékistan chérit un autre joyau. Ses melons. Cultivés depuis plus de 2000 ans, plus de 150 variétés poussent à travers le pays. Parmi elles, on trouve des pastèques noires à la chair rouge et sucrée, ainsi que des melons dorés si parfumés qu'ils étaient autrefois réservés à la royauté. Certains, comme le melon Mirzakul, sont réputés dans le monde entier et se vendent à prix d'or sur les marchés européens et moyen-orientaux. Alors, qu'en pensez-vous? Envoyer des étudiants récolter le coton, exploitation ou expérience de vie unique. Personnellement, manquer les cours pour aller dans les champs semble tentant. Et vous, partagez votre avis ci-dessous. Numéro 5. Les stations de métro les plus propres et les plus belles du monde. Quand on évoque l'Ouzbékistan, et plus particulièrement Tashkent, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle de son métro. Et pour cause, le métro de Tashkent est reconnu comme l'un des plus propres et des plus magnifiques au monde. Chaque station est un chef-d'œuvre d'architecture et de design, orné de murs en marbre, de lustres en cristal, de vitraux colorés et de motifs élaborés hérités de l'époque soviétique. Certaines ressemblent à des salles de palais, d'autres rappellent les anciens théâtres soviétiques, tandis que quelques-unes s'inspirent de l'astronomie, du folklore ou de l'histoire. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux touristes viennent non pas pour se déplacer, mais simplement pour admirer et photographier ces œuvres d'art souterraines. Au-delà de leur beauté, les stations du métro de Tashkent sont d'une propreté remarquable. Les sols brillent comme des miroirs. Aucun déchet, aucun graffiti, ni nourriture, ni détritus. Les équipes de nettoyage travaillent jour et nuit, et les habitants prennent soin de leur métro avec fierté. Certains visiteurs plaisantent même en disant qu'il est plus propre qu'un hôpital. Mais l'originalité de l'Ouzbékistan ne s'arrête pas là. À la sortie du métro, un détail saute aux yeux. Les Chevrolets sont partout. Voitures de police, taxis, véhicules privés, presque tout le monde en conduit une. En réalité, environ 7 voitures sur 10 sont des Chevrolets, et la majorité d'entre elles sont blanches. La raison? Un partenariat entre l'Ouzbékistan et la société américaine General Motors, qui a implanté une usine Chevrolet dans le pays. Les modèles produits localement sont moins chers, les pièces faciles à remplacer et les allègements fiscaux les rendent encore plus attractifs. Ajoutez à cela le climat sec et brûlant, où les voitures blanches absorbent moins la chaleur, et il devient évident pourquoi les Chevrolet blanches dominent les routes. Se déplacer en tant que touriste est aussi une expérience en soi. Pas toujours besoin d'application, il suffit de lever la main et un conducteur s'arrêtera. Beaucoup de particuliers proposent des trajets improvisés, formant ainsi un système de covoiturage spontané, à la fois pratique et économique. Pensez simplement à convenir du prix avant de monter, car la plupart des voitures n'ont pas de compteur. Si vous n'êtes pas à l'aise pour négocier, vous payerez peut-être un peu plus cher. Mais globalement, les trajets restent bon marché selon les standards internationaux. Pour des tarifs fixes et plus de commodité, des applications comme Yandex.Go ou MyTaxi sont largement disponibles et très fiables. Numéro 6. Tashkent, le cœur de l'Ouzbékistan. Tashkent est la plus grande et la plus diversifiée des villes d'Asie centrale, abritant plus de 2,5 millions d'habitants. Ce n'est pas seulement la capitale de l'Ouzbékistan, mais aussi le véritable cœur battant du pays, son centre économique, politique et culturel. Ce qui la rend vraiment fascinante, c'est son ancienneté. Avec plus de 2000 ans d'histoire, Tashkent fut autrefois une étape essentielle de la légendaire route de la soie. Au-delà de son passé commercial, Tashkent est surnommée la ville de la verdure. Malgré le climat sec de l'Asie centrale, la capitale regorge de parcs, de boulevards verdoyants et de jardins anciens, qui la distinguent des paysages arides de ses voisines. Sur le plan architectural, Tashkent offre un contraste saisissant entre passé et présent. En 1966, un tremblement de terre dévastateur détruisit une grande partie de son patrimoine ancien. L'Union soviétique la reconstruisit entièrement, laissant derrière elle un mélange unique de vastes places de style soviétique et d'élégantes structures islamiques. Parmi ces monuments emblématiques figurent la place Amir Timur et la tour de télévision de Tashkent, haute de 375 mètres, la plus haute structure de toute l'Asie centrale. Sur le plan religieux et patrimonial, Tashkent abrite de nombreux sites précieux, notamment le mondialement célèbre complexe Hast Imam.
Cet endroit sacré conserve l'un des plus anciens exemplaires du Coran connus à ce jour, datant probablement du 7e siècle. Un trésor inestimable qui fait du site une étape incontournable pour tout amateur d'histoire. Tachkent n'est pas seulement un symbole culturel, c'est aussi un centre commercial prospère depuis des siècles. L'exemple le plus parlant est le légendaire bazar Chorsu, l'un des plus anciens marchés encore en activité d'Asie centrale, existant depuis plus d'un millénaire, à l'époque de la route de la soie. Le nom Chorsu signifie carrefour, ce qui lui va à merveille, car les marchands des terres lointaines s'y retrouvaient autrefois pour échanger marchandises et récits. Avec le temps, le bazar est devenu le cœur battant du commerce régional. Son élément le plus reconnaissable aujourd'hui est l'immense dôme turquoise, construit à l'époque soviétique, qui continue de rayonner d'un esprit oriental intemporel. À l'intérieur, le marché s'anime tel un organisme vivant. Le rez-de-chaussée regorge d'étals de viande et de poissons, tandis que les étages supérieurs débordent d'épices, de noix, d'herbes et de fruits colorés. Tout y est bien ordonné, mais vibrant de sons et de mouvements. À l'extérieur du dôme, le marché se poursuit à ciel ouvert. Des centaines de vendeurs y proposent des textiles, des céramiques, des outils et des objets d'artisanat traditionnels. Ce n'est pas seulement un lieu d'achat, c'est un voyage sensoriel à travers l'histoire vivante de l'Ouzbékistan. Numéro 7. L'Ouzbékistan. Une terre passée entre les mains de presque tous les grands empires. L'Ouzbékistan est une terre qui a vu se succéder d'innombrables dirigeants au fil des siècles. Peuplée à l'origine par des Iraniens anciens, elle passa ensuite sous le contrôle des Perses, des Grecs d'Alexandre le Grand, de l'Empire Koushan, des Huns, des Turcs, puis des Arabes. Les Arabes y introduisirent l'islam et transformèrent Boukhara en un grand centre de savoir, où les érudits rédigèrent des textes religieux influents. Au XIIIe siècle, les Mongols balayèrent l'Asie centrale et intégrèrent la région à leur vaste empire. Mais à la chute de leur puissance, le territoire sombra dans la division. De ce chaos émergea un nouveau chef, Tamerlan. Depuis l'Ouzbékistan, il bâtit un immense empire s'étendant sur l'Asie centrale et occidentale. Réputé à la fois pour son génie militaire et sa cruauté, Tamerlan inspira autant la crainte que l'admiration. Après avoir conquis Ispahan en Perse, il aurait fait ériger 28 tours composées de 1500 têtes humaines. Pourtant, sous son règne, Samarcande connut un âge d'or, devenant l'un des centres culturels et intellectuels les plus brillants de la région. Au XVIe siècle, les Ouzbeks fondèrent leur propre royaume, avec Boukhara pour capitale. La ville resta célèbre pour sa foi et son érudition, mais devint aussi tristement connue comme le plus grand marché aux esclaves d'Asie centrale, où étaient vendus des captifs venus de Perse, d'Inde et d'Europe de l'Est. Au XIXe siècle, l'Empire russe annexa la région et l'intégra au Turkestan russe. Bien que l'esclavage ait été officiellement aboli, il persista dans l'ombre jusqu'au XXe siècle. À la création de l'Union soviétique, l'Ouzbékistan devint une république soviétique. En 1991, à la suite de son effondrement, le pays déclara son indépendance. Son premier président, Islam Karimov, gouverna pendant près de 3 décennies, maintenant un contrôle strict sur les médias et l'opposition. Son régime fut critiqué pour la corruption et les atteintes aux droits humains, mais il assura la stabilité politique, évitant le chaos connu par d'autres États post-soviétiques. Après sa mort en 2016, son successeur Shavkat Mirziyoyev lança une série de réformes, assouplissant le contrôle des médias, améliorant les relations étrangères et ouvrant l'économie. Numéro 8. Un pays sans littoral, mais avec une plage. L'Ouzbékistan est l'un des 2 seuls pays au monde à être doublement enclavé, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de côte et qu'aucun de ses voisins n'en possède non plus. Cela peut sembler limitant, mais le pays bordait autrefois une vaste étendue d'eau appelée la mer d'Aral. Au XXe siècle, la mer d'Aral était le 4e plus grand lac intérieur du monde, couvrant plus de 68 000 km², presque la taille de l'Irlande. Elle soutenait une industrie de la pêche florissante, employant des dizaines de milliers de personnes, avec des ports animés et des usines produisant jusqu'à 1/6 de l'approvisionnement total en poissons de l'Union soviétique. Tout changea dans les années 1960, lorsque l'Union soviétique détourna les fleuves Amou Daria et Sir Daria, les principales sources d'eau du lac, vers des canaux d'irrigation pour les champs de coton d'Asie centrale. Des milliers de kilomètres de canaux furent construits, mais leur mauvaise conception entraîna d'énormes pertes d'eau. Avec la baisse de l'apport fluvial et l'évaporation rapide causée par le climat désertique, la mer d'Aral commença à disparaître.
En quelques décennies, elle se réduisit à une poignée de bassins peu profonds, représentant moins de 10% de sa taille d'origine. Aujourd'hui, sur le fond asséché, des navires rouillent dans le sable. Un spectacle saisissant désormais surnommé le cimetière des bateaux. Transformant cette tragédie en opportunité, l'Ouzbékistan a ouvert la zone au tourisme, proposant des visites guidées à travers les épaves, des aventures en véhicule tout-terrain sur l'ancien nid du lac et des témoignages sur l'une des plus grandes catastrophes environnementales du monde. À côté de l'ancienne mer d'Aral se trouve la République du Karakalpakstan, une région autonome de l'Ouzbékistan. Elle occupe environ 40% du territoire national, mais ne compte qu'environ 2 millions d'habitants. Le Karakalpakstan possède son propre parlement, sa propre constitution et sa propre langue, ce qui en fait l'un des territoires les plus autonomes d'Asie centrale. Selon la constitution de 1993, le Karakalpakstan était reconnu comme une république démocratique souveraine au sein de l'Ouzbékistan et disposait même du droit d'organiser un référendum sur son indépendance. Mais, en 2022, un projet de réforme constitutionnelle visant à supprimer ces droits provoqua d'importantes manifestations à Noukous, la capitale régionale, et dans les villes voisines. Sous la pression populaire, le président ouzbek dut finalement retirer les amendements controversés. Au-delà de la politique, le Karakalpakstan conserve une identité profondément singulière. Le peuple karakalpak perpétue des traditions semi-nomades, surtout dans les zones rurales. Beaucoup vivent encore dans des yurts traditionnelles, élèvent du bétail, pêchent et maintiennent un lien étroit avec la terre. Un écho vivant du passé ancien de la région. Numéro 9. La vie nocturne à Tachkent. Dans la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent, la vie nocturne commence vers 19 heures, lorsque la chaleur retombe et que la ville s'anime. Ce n'est pas une destination de fête où l'on danse jusqu'à l'aube, mais son charme du soir offre 1000 expériences à savourer. L'un des lieux les plus populaires est Magic City, un immense complexe de divertissement au cœur de la ville. À la tombée de la nuit, Magic City s'illumine comme un décor de cinéma. Lumières éclatantes, fontaines musicales et animations colorées partout. Les familles se promènent avec leurs enfants, les jeunes prennent des photos près des fontaines, tandis que les couples flânent sous la lueur scintillante, dégustant une glace ou écoutant de la musique. L'endroit regorge de tout. Restaurants, cafés, manèges, cinéma et même une scène de spectacle. L'entrée est gratuite. Vous ne payez que pour les jeux ou les représentations, ce qui en fait une sortie abordable et animée pour tous les âges. Au-delà de Magic City, de nombreux habitants se rendent dans des restaurants servant des spécialités ouzbékes comme le plov, le tchachlik et le lagman. Ces établissements sont pleins le soir, souvent accompagnés de musique live ou de danse traditionnelle pendant le dîner. Après le repas, les gens se dirigent vers les cafés. Certains petits et accueillants au bord des rues, d'autres installés sur les toits, avec une vue panoramique sur la ville. Les salons de chicha ou chicha bars sont particulièrement prisés. Ils offrent un espace détendu où amis et collègues se retrouvent pour discuter, partager une pipe à chicha et siroter un thé vert. L'atmosphère y est calme et conviviale, plus propice à la conversation qu'à la frénésie. Pour ceux en quête de plus d'animation, Tachkent propose aussi des bars et des boîtes de nuit. Certains se trouvent au sommet d'hôtels, offrant des cocktails sous les étoiles avec vue sur la ville. D'autres sont des bars élégants d'inspiration européenne ou des speakeasies secrets cachés derrière des portes anonymes. Le week-end, quelques clubs accueillent des DJ et des soirées à thème, même si la plupart ferment vers 1 ou 2 heures du matin, selon la réglementation locale. Même dehors, la ville reste vibrante. Les parcs se remplissent de promeneurs et d'enfants conduisant de petites voitures jouets, tandis que les vendeurs proposent pâtisseries, fruits frais et boissons glacées. Les places éclairées accueillent souvent des musiciens ou artistes de rue, transformant les nuits ordinaires en spectacles à ciel ouvert. Peut-être la plus grande surprise pour les voyageurs, la liberté avec laquelle les femmes participent à la vie nocturne de Tachkent. Elles s'habillent de manière moderne, sortent entre amis et profitent pleinement des restaurants, bars ou salons, sans les restrictions strictes souvent associées aux pays islamiques. Numéro 10. Les destinations incontournables d'Ouzbékistan. Samarcande est l'une des cités les plus célèbres du pays, jadis joyau étincelant de la route de la soie et chef-d'œuvre de l'architecture islamique. En son cœur se trouve la place du Régistan, encadrée par 3 majestueuses madrasas au dôme turquoise, mosaïques fines et motifs géométriques fascinants. S'y tenir,
C'est comme entrer dans un empire médiéval éclatant de lumière. Au-delà du Réghistan, Samarcande abrite le mausolée Ghur-Émir, lieu de repos du grand conquérant Tamerlan, dont le pouvoir s'étendait autrefois sur toute l'Asie centrale. Les visiteurs y passent souvent toute une journée à explorer monuments et dômes avant de rejoindre le marché nocturne pour déguster des plats ouzbeks traditionnels sous des lanternes scintillantes. Non loin de Samarcande se trouve Bukhara, souvent appelé musée vivant, avec plus de 140 sites historiques préservés. Son emblème est le minaret Kalyan, haut de 45 mètres, au sein du complexe Poi Kalyan, qui a résisté près de 9 siècles. À proximité, la madrasa Miri arabe et la mosquée Kalyan dévoilent un art du carrelage et des arches d'une finesse éblouissante. Bukhara abrite aussi l'ancienne forteresse de l'Arc, résidence des émirs. En parcourant la vieille ville, on découvre des caravansérails, auberges séculaires qui accueillaient jadis les marchands de la route de la soie, et même des hammams traditionnels encore en activité aujourd'hui. Autre lieu incontournable, Khiva, ancienne capitale du Khanat du même nom. Sa perle est la vieille ville d'Ichankala, entourée de hautes murailles d'argile protégeant un labyrinthe de monuments islamiques. L'emblème de la cité, le minaret Kalta Minor, brille de carreaux bleus éclatants. Bien que jamais achevé, son format trapu et massif en fait l'un des monuments les plus saisissants d'Asie centrale. Se promener dans Ichankala, c'est remonter le temps. Entre maisons d'argile chauffées au soleil, madrasas séculaires transformées en musées ou ateliers, et ruelles étroites éclairées la nuit par une lumière dorée presque mystique caressant les murs anciens. À l'est du pays se trouve Fergana, nichée dans la fertile vallée du même nom. Contrairement aux capitales historiques, Fergana est renommée pour son artisanat, notamment la soie et la céramique. À Rishdan, les artisans façonnent à la main des poteries bleu cobalt traditionnelles, tandis qu'à Margilan, on peut admirer les techniques ancestrales du tissage de la soie transmise de génération en génération. Les bazars animés de la ville débordent d'épices, de fruits secs, de tissus et d'objets faits main. Une fenêtre vivante sur le quotidien ouzbek. Pour les voyageurs, ce n'est pas seulement une destination, mais une immersion dans la culture vivante et l'art intemporel du pays. Numéro 11. Les mystères non résolus d'Ouzbékistan. Dans le sud de l'Ouzbékistan, près de la ville de Termez, au bord du grand fleuve Amou Daria, se trouve Kampir Tepe, un site archéologique fascinant où le temps semble suspendu. Aujourd'hui, il ne reste que des fragments, murs effrités, portes monumentales, tours de guet usées. Pourtant, lorsque les archéologues commencèrent à fouiller, ils mirent au jour une multitude d'artefacts. Des pièces de style grec, des fragments de poterie, des fondations antiques. Autant de preuves d'une cité autrefois florissante. Les couches superposées de ruines montrent que Kampir Tepe fut habité en continu depuis l'époque suivant les conquêtes d'Alexandre le Grand jusqu'au royaume Kushan. Ce qui rend le site réellement mystérieux, c'est la théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'Alexandrie sur l'Oxus. Une cité perdue, fondée par Alexandre lui-même il y a plus de 2000 ans. Mentionnée dans les chroniques grecques. Si cela s'avérait vrai, ce serait une pièce manquante de l'histoire de la route de la soie. Mais de nombreux chercheurs contestent cette hypothèse, affirmant que la véritable Alexandrie sur l'Oxus se situerait dans l'actuel Afghanistan, à Aïkanoum. Le mystère s'épaissit, car le fleuve Amou Daria a changé de cours d'innombrables fois au fil des millénaires. Peut-être emportant ou ensevelissant à jamais les preuves cruciales. Pour l'heure, savoir si Kampir Tepe est bien la cité perdue d'Alexandre demeure l'une des grandes énigmes de l'archéologie. Plus au nord, près de Navoie, un autre mystère attend, la gorge de Sarmish. Cette vallée renferme plus de 10 000 pétroglyphes anciens, gravés il y a entre 3 000 et 4 000 ans. Sur les vastes parois rocheuses, on distingue des scènes de chasse, de troupeaux, de cavaliers, ainsi que d'étranges symboles que les chercheurs peinent encore à déchiffrer. Certaines gravures montrent même des outils ou vêtements bien plus avancés que ne le permettrait leur époque, déconcertant les spécialistes depuis des décennies. Était-ce de la pure imagination ou la trace d'un contact ancien avec des civilisations lointaines? Le débat reste ouvert. Mais le mystère de Sarmish ne s'arrête pas là. Les habitants racontent qu'à la lumière de la lune, ou juste avant les orages, des lueurs étranges dansent sur les falaises, semblables à des torches vacillantes dans la nuit. Les scientifiques expliquent ce phénomène par la luminescence de certains minéraux sous l'effet de l'humidité. Mais des anomalies magnétiques ont aussi été enregistrées, ajoutant une dimension supplémentaire à l'énigme. À ce jour,
aucune explication définitive n'existe. C'est ce mélange d'émerveillement archéologique et de phénomènes inexpliqués qui fait de la gorge de Sarmish l'un des lieux les plus captivants et mystérieux de tout l'Ouzbékistan. Numéro 12. Plat incontournable d'Ouzbékistan. Lorsqu'on parle de la cuisine ouzbèque, il est impossible de ne pas mentionner le plov. Ce plat de riz mélangé est considéré comme l'âme de la culture culinaire nationale. Ses ingrédients principaux sont du riz à long grain, de l'agneau ou du bœuf, des carottes jaunes, des oignons, de l'ail et un assortiment généreux d'épices. Les Ouzbeks cuisinent le plov dans un grand chaudron en fonte appelé kazan, placé sur du charbon ou un feu de bois. Le riz, la viande et les légumes cuisent ensemble, permettant à chaque grain d'absorber la saveur du gras et des épices. Au moment de servir, le plov est disposé sur un grand plat commun autour duquel se réunit toute la famille. On le retrouve à presque tous les grands événements, des mariages et festivals jusqu'aux funérailles, et il symbolise également l'hospitalité. Dans certaines régions, des chefs hommes préparent d'énormes portions devant la foule, nourrissant des centaines et transformant le repas en véritable spectacle festif. Un autre plat national très apprécié est le samsa, un feuilleté triangulaire cuit au four, garni d'agneau haché, de graisse, d'oignons et d'un mélange d'épices parfumées. La pâte, faite de farine de blé, est pliée en fines couches afin qu'une fois cuite, elle devienne croustillante et dorée. En Ouzbékistan, les samsas sont cuits dans des fours d'argile appelés tandoor, dont la chaleur intense confère à la croûte sa couleur dorée et son arôme fumé distinctif. Le samsa se vend couramment dans les stands de rue et les marchés, ce qui en fait un petit déjeuner ou un encas de milieu de journée très populaire. Chaque bouchée offre un mélange parfait de pâte croustillante, de viande juteuse et d'oignons sucrés, créant une explosion de saveurs savoureuses. Le lagman est un autre plat familial très apprécié. Des nouilles faites à la main, longues et élastiques, servies dans un bouillon riche préparé à base de bœuf ou d'agneau. La soupe contient des tomates, des poivrons, des radis et des pommes de terre. Ce qui rend le lagman spécial, c'est son assaisonnement épicé et aromatique, qui donne au bouillon une saveur intense et une texture légèrement épaisse. Les nouilles sont servies avec beaucoup de bouillon, garnies d'herbes fraîches et parfois de piments séchés. De nombreuses familles préparent le lagman pendant les journées froides pour savourer ce plat bien chaud ensemble. Il existe deux versions, le lagman sec et le lagman en soupe, selon la quantité de bouillon ajoutée. Le shashlik est une autre spécialité adorée, des brochettes de viande grillées populaires dans toute l'Asie centrale. La viande, agneau, bœuf ou poulet, est coupée en cubes, marinée avec des oignons, du poivre et du sel, puis embrochée sur des tiges métalliques avant d'être grillée sur des braises. Le résultat, une viande dorée à l'extérieur, juteuse à l'intérieur et pleine d'un goût fumé irrésistible. Le shashlik se sert généralement avec du pain rond traditionnel appelé naan, accompagné d'oignons finement tranchés et d'un filet de vinaigre pour équilibrer la richesse. C'est un plat qu'on trouve partout, des marchés animés aux repas familiaux, réunissant les gens autour du plaisir simple du partage. Numéro 13. Festival fascinant d'Ouzbékistan. Chaque année, autour du 21 mars, l'Ouzbékistan s'illumine de couleurs pour célébrer Navrouz, le nouvel an selon l'ancien calendrier perse, et un hommage joyeux au retour du printemps. Navrouz n'est pas une seule journée, mais plusieurs jours de festivités, riches en coutumes et rituels qui unissent famille et communauté. Les maisons sont nettoyées, de nouveaux vêtements préparés, et les proches visités avec enthousiasme. Un plat central de cette fête est le sumalak, préparé à partir de germes de blé et de farine, longuement mijotés pendant des heures, dans un grand chaudron. Les femmes se rassemblent autour du feu, remuant sans arrêt, tout en chantant et en racontant des histoires, une tradition symbolisant l'amitié et le renouveau. Pendant Navrouz, les rues s'animent de musique traditionnelle, de courses de chevaux, de luttes et de jeux populaires. Les enfants portent des vêtements colorés, les adultes dansent et chantent à l'extérieur, et tout le monde accueille la nouvelle année avec des vœux de bonheur et des éclats de rire. En août, un autre événement remarquable a lieu. Le festival de musique classique Sharq Taronalari à Samarcande. Organisé sur la légendaire place du Régistan, autrefois cœur culturel de l'Asie centrale, il réunit des musiciens venus de dizaines de pays pour honorer le patrimoine musical traditionnel et oriental. Pendant plusieurs jours, le public profite de concerts allant des chants folkloriques ouzbeks aux mélodies venues de Mongolie, d'Iran et de Turquie. La scène, encadrée de dômes turquoises et de mosaïques raffinées, offre un décor à la fois majestueux et féerique.
Au-delà de la musique, Shark Town Alary propose des marchés artisanaux, des ateliers d'art et des concours pour jeunes talents, en faisant l'un des festivals internationaux les plus prestigieux d'Ouzbékistan. Une véritable célébration de la tradition et de la créativité. Puis vient le mois d'avril, apportant le festival de la soie et des épices dans la ville ancienne de Bukhara, autrefois un carrefour essentiel de la route de la soie. Cet événement fait revivre cette époque dorée. Les rues se couvrent de tissus de soie, de broderies, d'épices, de thé et de plats régionaux. Des artisans venus de tout le pays exposent et vendent leurs créations, transformant la ville en un marché à ciel ouvert, vibrant de couleurs. Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations de tissage de la soie tout en dégustant des spécialités locales comme les feuilletés samsa ou les fruits secs enrobés de sucre. Des défilés de mode en plein air présentent des vêtements traditionnels accompagnés de musique live, de danses folkloriques et de sports ancestraux, faisant de Bukhara une fête vivante du patrimoine, de la couleur et de la saveur. Numéro 14. Conseil de voyage pour l'Ouzbékistan. Pour les voyageurs en Ouzbékistan, l'une des choses les plus importantes à retenir est l'échange d'argent. Bien que les distributeurs automatiques et les paiements par carte soient disponibles dans les grandes villes, l'argent liquide reste essentiel, surtout dans les marchés traditionnels ou les petites villes. De nombreux changeurs non officiels rôdent près des marchés ou des gares, proposant des taux plus avantageux que ceux des banques. Mais les risques sont élevés. Faux billets, erreurs de rendu ou même des ennuis juridiques en cas de change illégal. Le choix le plus sûr reste toujours les banques officielles ou les guichets d'échange, même si le taux est légèrement inférieur. Un autre point clé concerne la sécurité dans les zones très fréquentées. L'Ouzbékistan est globalement sûr, mais dans les marchés animés comme le bazar Kchorsu à Tachkent ou les bazars de nuit de Samarcande, les vols à la tire peuvent survenir. Les touristes distraits par les photos ou les souvenirs deviennent souvent des cibles faciles. Gardez vos objets de valeur dans vos poches, avant ou dans un sac bandoulière bien fermé, et évitez de laisser pendre votre téléphone ou votre appareil photo dans la foule. Lors du shopping dans les marchés locaux, attendez-vous à marchander. Dans des villes comme Bukhara ou Samarcande, des foulards en soie ou des boîtes à épices identiques peuvent varier énormément en prix. Les vendeurs commencent souvent avec des tarifs gonflés, attendant que le client négocie. Si vous ne marchandez pas, vous risquez de payer le double du prix local. Promenez-vous, comparez plusieurs stands, puis décidez. La patience rapporte souvent les meilleures affaires. Pour ceux qui voyagent en train, le contrôle des bagages est un autre détail à noter. Les trains longue distance d'Ouzbékistan relient efficacement les grandes villes, mais dans certaines gares, les contrôles de bagages sont stricts. Le transport d'alcool ou de certains médicaments peut soulever des questions. Dans certains cas, l'alcool sans reçu ou de grandes quantités de médicaments ont été confisqués. Gardez vos médicaments dans leur emballage d'origine et n'emportez qu'une quantité raisonnable d'alcool pour éviter les problèmes. L'Ouzbékistan est une destination accueillante et sûre, mais connaître ces petits détails, où changer son argent, comment rester vigilant dans la foule et comment acheter intelligemment peut rendre votre voyage plus fluide, plus sûr et bien plus agréable. Numéro 15. Coût du voyage en Ouzbékistan. Les coûts de voyage en Ouzbékistan sont étonnamment abordables comparés à la plupart des destinations, surtout pour les visiteurs étrangers. Pour la nourriture, un repas économique dans un petit restaurant local coûte environ 3 à 5 $, suffisant pour une assiette complète de plov avec viande et légumes ou plusieurs samsas chauds servis avec du thé. Dans les restaurants plus chics des grandes villes, les repas varient de 10 à 20 $, ce qui reste bien moins cher qu'en Europe. Le thé est souvent gratuit ou à moins d'1 $. Tandis qu'un café de style occidental coûte légèrement plus cher. L'hébergement est tout aussi varié. À Tachkent, un lit en dortoir d'auberge coûte entre 8 et 12 $ la nuit, idéal pour les routards. Les hôtels de gamme moyenne tournent autour de 25 à 40 $, souvent avec petit déjeuner inclus. Les séjours de luxe ou de charme dans les vieux quartiers de Samarcande ou de Bukhara coûtent généralement entre 80 et 120 $, offrant aux voyageurs une architecture élégante et un charme traditionnel. Se déplacer est également économique. Un trajet en métro à Tachkent coûte environ 15 centimes de dollars et les bus ont un tarif similaire. Les taxis urbains demandent 2 à 4 $ pour de courtes distances, mais il vaut mieux convenir du tarif à l'avance. Pour les trajets interurbains, les trains à grande vitesse, comme la ligne reliant Tachkent à Samarcande,
d'environ 300 km, coûte seulement 8 à 15 $, alliant confort et commodité. Faire ses achats dans les marchés locaux est aussi peu coûteux. 1 kilo de fruits revient à 1 ou 2 $, et les épices ou objets artisanaux peuvent être encore moins chers avec un peu de négociation. En moyenne, les voyageurs peuvent profiter confortablement de l'Ouzbékistan avec un budget quotidien de 30 à 50 $, couvrant les repas, les transports et un hébergement de gamme moyenne. Et voilà, 15 faits fascinants sur l'Ouzbékistan. Un pays où l'histoire ancienne rencontre la vie moderne, où l'hospitalité chaleureuse, la culture riche et les prix abordables se combinent pour offrir un voyage inoubliable. Puis ces informations vous inspirer une nouvelle vision de l'une des nations les plus remarquables d'Asie centrale. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.